Bonsoir à tous, bonsoir Gwendoline. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau NeuroLive. Ce soir, la thématique c'est l'inclusion scolaire. Avec du coup Gwendoline qui est ergothérapeute. Je vais la laisser se présenter parce que c'est la première fois que vous la voyez pour un NeuroLive. Avant ça, je voulais aussi vous parler d'un livre qui a été écrit par Gwendoline et Juliette Lequignot. Donc ça s'appelle 100 idées pour développer l'autonomie des enfants grâce à l'ergothérapie. Hop, comme ça on le voit bien. Je le recommande parce que c'est juste top et parce que ça permet en fait de pouvoir non seulement comprendre et puis accompagner en fait vos enfants au quotidien et pour pouvoir les aider. Voilà. Et de toute façon après je te laisserai aussi un temps pour si tu souhaites et tout pour parler de ce livre. Ça te va? Ok. Ok, cool. Donc les gens se connectent, c'est super, tu vois, regarde, on voit les gens qui commencent à se connecter, c'est génial, on peut leur faire coucou, on peut leur dire bonjour. Quelques noms que je connais. C'est vrai? Ok, Ouais. super. Alors, déjà, franchement, merci parce qu'il y a pas mal de gens en fait, qui ont partagé la petite vidéo qui annonce en fait, le prochain NeuroLive. Donc, même si ça a été fait vraiment là, il y a 2 jours, il y a quand même beaucoup de gens et tout qui ont partagé. Donc, merci à vous. Tu vois, par exemple, Cindy, qui est au top, elle a dit, tu vois, il est prévu dans mes achats. Donc, n'hésitez pas à partager aussi. J'espère que la vidéo va vous aider à avoir un peu plus d'informations concernant l'inclusion scolaire. Surtout que là, ces derniers jours, on en parlait justement avant de commencer la vidéo. Ces derniers jours, on a vu quand même pas mal de posts en lien avec l'inclusion scolaire. Pour certains, c'est du gros blabla parce que c'est une idée comme quoi, oui, l'enfant. On pourrait éventuellement l'inclure dans une école, dans une classe ordinaire et que du coup on ne verrait plus son handicap. Pour d'autres c'est une utopie. Enfin bref, il y a quand même pas mal de choses et tout qui ont été dit ces derniers temps par rapport à l'inclusion scolaire. Alors ce qu'il va y avoir d'intéressant c'est que Gwendoline qui a exercé à Londres et donc elle va très probablement pouvoir vous parler de l'inclusion scolaire dans le modèle londonien. Je ne sais pas si on peut dire anglais ou londonien parce que je ne sais pas si c'est exactement le même. C'est un peu comme Anglo-saxon. les pays anglo-saxons. Ok. Et également du coup aussi modèle français parce que comme tu gardes contact avec pas mal d'écoles et de professionnels en France, je vous ferai part aussi du coup moi de ce que j'en pense par rapport à l'inclusion scolaire. Et puis voilà. Ça va pour tout le monde? Ouais. C'est parti. Du coup petite présentation. Oui, donc je suis Gwendoline, je suis ergothérapeute depuis 10 ans et je travaille à Londres depuis 2014. Donc en ce moment je travaille une partie de mon temps en libéral et j'ai la chance de travailler 2 jours par semaine en école primaire, en milieu ordinaire, plus une journée en secondaire spécialisée, donc ça me permet d'avoir de toucher un public qui est très très large. Carrément. Voilà. Et du coup, attends, tu dis que tu travailles tout en milieu scolaire, donc en fait, tu fais partie intégrante en fait de. Alors, je suis employée. Oui, je suis employée par l'école. Ok. Donc, je vois. Enfin, j'ai l'école comme client. Ce qui déjà, avec ça, en fait, donc c'est différent en fait du modèle français et qui, j'imagine, te permet de pouvoir non seulement plus facilement peut-être communiquer avec le corps enseignant et peut-être un petit peu. Je suis dans leur classe. Voilà. Et du coup peut-être avoir plus d'accès aussi forcément en fait à l'enfant, donc de le voir un peu plus facilement en fait au quotidien. Oui. Ok, donc rien que ça en fait ça te permet, j'imagine, en cas de pouvoir mieux comprendre la situation réelle de l'enfant. Ok, bon, voilà, déjà hop, un point pour l'Angleterre, 0 pour la France. Alors du coup par rapport à est-ce que alors ça te va si on parle d'inclusion scolaire et puis après à la fin on présentera ton livre? Ouais, pas de souci. Ok. Vas-y, du coup, alors, c'est quoi l'inclusion scolaire déjà? Modèle anglais? Disons que, mais c'est comme en France, c'est l'enfant doit être scolarisé et dans tous les cas en milieu ordinaire et le milieu spécialisé vient ensuite ou si le handicap est complexe. Mais donc il y a l'équivalent de la MDPH qui s'appelle un Educational and Health Care Plan. Donc c'est un plan pour l'enfant qui va jusqu'à ses 25 ans. D'accord. Où on met les objectifs d'apprentissage, des objectifs pédagogiques et c'est quelque chose qui va le suivre toute sa vie. Donc c'est comme la MDPH, c'est un dossier qui est compliqué à monter, qui est très long, qui demande beaucoup de ressources, beaucoup de professionnels pour l'écrire.
Mais une fois que l'enfant là, il est éligible à être inclus dans le milieu ordinaire. Ok. Alors, inclusion donc dans le milieu ordinaire, avec des aménagements. Est-ce qu'au niveau au niveau des aménagements, est-ce qu'on peut prétendre en fait aux mêmes aménagements que ce soit dans le modèle anglo-saxon que le modèle français? Il y a beaucoup de différences là-dessus parce que déjà merci. Mince, je trouve plus le mot. L'adaptation, mais en gros, la différenciation, voilà, merci. Merci moi. Non, c'est déjà les enseignants dans le système anglais sont déjà plus amenés à différencier de base. Okay. Donc ils vont différencier plus facilement le programme. Et j'ai perdu ta question du coup. C'était pour savoir est-ce qu'il pouvait y avoir les mêmes aménagements dans le modèle anglo-saxon disons que les aménagements sont mis en place directement dans l'école par les thérapeutes, que ce soit orthophonistes, ergo, les kinés s'il y a besoin d'intervention des kinés aussi, mais voilà, c'est des choses qui vont être données aux enseignants et qu'on va pouvoir leur démontrer aussi. Donc au niveau des aménagements, donc, tu parles plus au quotidien ou pour les examens? Les deux, franchement, les deux, ouais. Les ordinateurs sont déjà disponibles dans les écoles. Il y a une grosse différence entre l'Angleterre et la France, et je pense que déjà rien que ça fait un énorme changement. C'est qu'il y a des teaching assistants, donc c'est des ATSEM, genre d'ATSEM, mais jusqu'à Year 6, donc l'équivalent du CM2, et même dans les écoles secondaires. Donc déjà, il y a toujours 2 adultes dans la classe, au moins, parce que des fois, il y a des one-to-one, des AVS. En plus pour les enfants qui ont donc cet équivalent de la MDPH. D'accord. Donc c'est sûr qu'au niveau de la préparation, au niveau de la mise en place des outils, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. On peut demander il n'y a pas d'équivalent, donc c'est des ATSEM pour le primaire. On peut leur demander de faire des groupes spécialisés avec les enfants. Si on veut faire de l'écriture intensive, on va leur donner un programme. Là, on parle que ce soit école publique ou école privée. Ah oui. Ok. Ouais. Il y a pas vraiment... Enfin, la différence entre le public et le privé, c'est que le privé, on va avoir des plus petites classes et peut-être des exigences académiques plus hautes. Mais tout ça, c'est dans le public. Et tu sais ou pas ce qu'il en est par rapport au niveau de formation des enseignants dans le modèle anglo-saxon? Je pense que même qu'en France... Ouais. Que ce soit enseignant ou équivalent ATSEM. Pour les ATSEM, c'est pas de formation. D'accord. Ah ouais. C'est juste des gens, on va les recruter sur leur motivation, sur leur expérience. Mais il y a une formation continue qui est assurée du coup par les seniors de l'école, les directeurs ou les assistants directeurs. Il y a nous qui les formons. Moi, je passe énormément de temps avec les AVS à les former. Les AVS ou les ATSEM. Donc on a accès à toutes ces personnes et qui ont envie de faire leur mieux en fait. C'est... Mais je pense que tu le sais aussi bien que moi, hein, c'est que après ça c'est comme par exemple en France, t'as pas mal d'AVS et tout qui vont être dans les classes. Alors certes il y a la bonne volonté, il y a la bienveillance de l'enfant, mais lorsque tu n'as aucune connaissance du handicap de l'enfant, lorsque tu n'as pas de connaissance des troubles de l'enfant, en fait parfois tu vas plus être contre-productif qu'autre chose, parce qu'en fait tu vas nourrir, tu vas alimenter un comportement inadapté, tu vas alimenter une envie d'évitement par exemple de l'enfant par rapport à telle ou telle tâche, tout simplement parce que tu connais pas en fait le trouble. Ouais. Donc, et ça passe vraiment pour la formation de l'enseignant, de comprendre quels sont les besoins de son élève, et c'est là-dessus qu'on travaille énormément, que ce soit les seniors, les enseignants expérimentés, que ce soit les orthophonistes ou nous, c'est de maintenir l'enfant dans la classe et que ce soit différencié de façon à ce que l'enfant puisse accéder aux apprentissages dans la classe. Parce qu'à partir du moment où on commence à donner des leçons en dehors de la classe, c'est la porte ouverte aux spécialisés en fait. Ouais. Donc tant que l'enfant est dans la classe, qui suit le flow, et j'ai des enfants avec des déficiences intellectuelles sévères, mais qui sont dans la classe, qui font partie, qui ont des copains, qui apprennent à leur rythme et qui apprennent et qui sont inclus. Et parce que il y a cet effort de le garder dans la classe, de le garder intéressé.
Et c'est comme ça qu'on peut réussir une inclusion. C'est vrai que ça demande des personnes formées autour, pas forcément l'AVS qui va se former sur le tas de toute façon, mais nous, en tant qu'intervenants extérieurs, on les accompagne. Le retour que tu peux avoir de la part des parents, est-ce qu'il est plutôt positif ou négatif par rapport à l'inclusion scolaire, comme toi tu peux le voir au quotidien? Bah, du coup, ça dépend vraiment en fait. Quand l'enfant rentre dans les apprentissages et qu'il évolue, qu'il est heureux, qu'il n'a pas de problème, qu'il a des copains, les parents sont contents. Par contre, des fois il y a des inclusions qui sont ratées parce que voilà, ces enfants sont retirés de la classe et font du tutoring, Du 1 pour 1? Ouais, voilà. Ouais. Et que, mais avec qui alors sur 1 pour 1? Avec l'AVS Avec l'AVS. Ok, d'accord. Ouais. Parce que souvent les enseignants trouvent ça trop compliqué. Mais dans l'école où je travaille, voilà, on travaille vraiment énormément avec. Oui, une chose différente aussi en Angleterre. Mais il y a plein de trucs différents. Il y a ce qu'on appelle les SENCO, donc c'est les Special Education Needs Coordinator. Donc c'est des enseignants qui ont pris le rôle de coordonner tous les enfants qui ont des besoins spécifiques, qui ont un IHCP, donc la MDPH, ou pas. Ou pas. Ok, d'accord. Et qui va faire le lien avec les familles, avec l'école, avec les enseignants, avec les thérapeutes. Moi, c'est avec la SENCO que je discute toutes les semaines pour savoir où sont les besoins. Ça, c'est génial. Voilà. Après, il y a toujours la question de formation. Je travaille avec des SENCO qui sont bien formés, motivés, et on arrive à des choses extraordinaires. Et j'ai été dans des écoles où les SENCO étaient juste là parce qu'il fallait couvrir le job ou parce qu'ils se pensaient compétents. Et là, c'est la catastrophe. Mais voilà, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Il y a toujours des choses un peu plus compliquées. Alors déjà, en tout cas, point important, c'est que quand même, tu vois, là, à plusieurs reprises, tu as parlé vraiment de la formation. Donc, c'est-à-dire que finalement, en fait, celui qui prétend à vouloir coordonner ce qui se passe, par exemple, au sein de l'école, c'est sûr que si déjà, en fait, elle n'est pas super formée, je sais pas si après, elle sera vraiment efficace. Est-ce que dans le modèle anglo-saxon, on peut ou pas rencontrer ce que malheureusement, en fait, on rencontre en France, où l'école dit non à l'enfant. En fait, l'école dit moi en fait cet enfant j'en veux pas, donc débrouillez-vous. Ça arrive ça aussi à Londres? Ça arrive, mais du coup vu qu'ils n'ont pas le droit, ils vont le faire moins directement. Enfin, ça arrive qu'il y ait des exclusions, mais c'est en général des écoles qui sont pas bien formées, qui sont pas forcément compétentes, vont rentrer assez facilement en conflit avec les familles, et les familles le sentent vite. Donc pour ça, il y a les services sociaux. Alors les services sociaux n'ont rien à voir avec la France. Les services sociaux, enfin il y a des gens qui sont compétents aussi dans les services sociaux, mais ici on peut les contacter pour avoir de l'aide. Et du coup c'est les services sociaux qui gèrent les écoles. Au niveau de tout ça, s'il y a une inclusion qui marche pas, on peut toute plainte au niveau de l'école peut être faite aux services sociaux et eux vont enquêter sur l'école. Mais c'est génial parce que généralement en fait c'est dans l'autre sens. En France c'est l'école qui va se plaindre auprès des services sociaux qui je ne sais pas pourquoi en fait va faire un signalement contre les parents alors que les parents ne demandent qu'une seule chose, c'est que l'enfant en fait puisse faire partie en fait des élèves de l'école et puisse suivre le cours comme il devrait en fait pouvoir le suivre parce qu'il a le droit. Donc là en fait finalement c'est les parents en fait qui vont faire appel aux services sociaux en disant l'enfant n'a pas été admis dans l'école alors que normalement il a le droit. C'est vrai que moi je travaille souvent avec eux, enfin là moi en ce moment, mais même des enfants qui vont être sous, donc c'est Child Protection, c'est l'équivalent de l'information préoccupante, je pense, mais du coup on a des meetings, des réunions. C'est trop longtemps à Londres. Quand je parle de travail, j'ai mon français qui problème. On est tous bilingues ce soir. Non, et du coup, il y a des meetings qu'on appelle Team Around the Child, où tout le monde se réunit autour de la table et se pose la question comment on va aider l'enfant en fait. Et on se met toujours dans la perspective de l'enfant.
Mais ça, c'est génial. Bon, après, je travaille là à l'école où je suis maintenant 2 jours par semaine, une école extrêmement bienveillante et je pense que je ne peux pas généraliser à toutes les écoles. Mais en général, quand les services sociaux sont impliqués, qu'on fait les meetings, l'équipe autour de l'enfant, c'est une obligation de faire valoir les droits de l'enfant. Ouais, vous partez de l'enfant, vous ressentez en fait sur les besoins de l'enfant. Ok, ouais. Super. Ouais. Après ça, effectivement, après peut-être que du coup, c'est normal parce que on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit aussi, en tout cas par exemple, moi je le vois vraiment à travers ma pratique. Je crois que 80% des parents que je reçois sont mécontents du système scolaire en France, en tout cas, en tout cas en région parisienne, parce que c'est l'école et tout qui a pas cherché à comprendre en fait le profil de l'enfant, l'école qui a stigmatisé l'enfant en disant que c'est un élève perturbateur, qui ne veut pas travailler. Là j'ai des enfants, j'ai des ados qui ne veulent plus aller à l'école parce qu'en fait ils sont totalement en échec scolaire et du coup t'as les écoles qui vont entreprendre des démarches contre les parents en disant que l'enfant en fait il doit être scolarisé. Du coup, en fait, c'est sûr que d'un point de vue praticien, en tout cas, après, là, moi je parle vraiment pour moi, 80% des parents que je reçois vont être mécontents du système scolaire parce qu'en fait, on l'a mis dans une case et c'est pas la bonne case. Donc, donc c'est sûr que, inclusion scolaire, pour moi en tout cas, on en est loin. Ouais, ici, j'ai les chiffres de tête, il me semble que c'est 70% des enfants autistes sont scolarisés en milieu ordinaire. C'est des stats qui datent d'il y a 2-3 ans. Mais ici, quand on accueille un enfant autiste, on sait déjà qu'il y a des aménagements à mettre en place et voilà, c'est l'école qui va s'adapter à l'enfant. Et je pense qu'en France, on a encore, mais par manque de formation, par manque de moyens, par manque d'accès aux connaissances aussi. Oui. Clairement, quand on voit la littérature anglaise et la littérature française, on n'a pas du tout accès aux mêmes choses quand on parle anglais. Non, mais quand on parle anglais, j'ai eu tout un monde qui s'est ouvert devant moi de connaissances. Mais ouais, je pense que l'inclusion est super compliquée en France parce qu'il n'y a pas... Voilà, il y a plein de choses dans l'équation qui font que ça ne peut pas fonctionner et que si l'enfant, comme tu dis, ne rentre pas dans la case éducation nationale ou il n'arrive pas à rentrer, c'est un truc que j'ai appris en côtoyant des gens qui ont leur enfant en France, mais le métier d'élève, si l'enfant n'arrive pas à apprendre ce métier, il n'est pas là pour travailler. Ouais, mais en fait l'école c'est juste pour plein d'enfants, c'est le premier lieu de socialisation, c'est le lieu où il va faire des copains, c'est là où il va apprendre des interactions sociales. C'est vrai que je travaille avec énormément d'enfants autistes, donc j'ai toujours ça mais c'est l'endroit où il va développer ses compétences motrices, c'est l'endroit où il va commencer à faire ses premiers apprentissages. Et finalement, il ne deviendra peut-être pas l'élève dans la case parce que c'est un enfant qui aura besoin de bouger pour apprendre, il aura besoin de parler, de s'exprimer, voilà. Et cet enfant est comme ça. Donc, donc en fait, on peut dire. Non, mais alors, donc, pour l'enfant, finalement, en fait, la norme, c'est d'être scolarisé. Oui. C'est limite, en fait, peu importe le profil de l'enfant. Mais effectivement, c'est obligatoire. De toute façon, c'est comme la MDPH. Quand on a un PPS, c'est opposable. En fait, c'est que tous les aménagements, tout c'est par la loi. En tout cas, en Angleterre, il y a tout un système qui permet aux parents de se plaindre si ça se passe pas correctement. Mais ouais, le système est différent, je pense qu'il est beaucoup plus stratifié en Angleterre qui permet de faire remonter les difficultés petit à petit et pas juste entre l'école, le directeur, l'enseignant référent, s'il y a des gens qui ne s'entendent pas ensemble, c'est un peu plus compliqué. Et puis il y a ces SENCO aussi qui juste, je comprends pas comment on peut faire fonctionner une école inclusive sans personne qui coordonne. Alors c'est peut-être parce que j'ai des CMCO exceptionnels. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui sont incroyables. Donc voilà, mais juste avant cette personne qui parle anglais. Donc Hi.
Ouais, non, c'est juste une personne qui connaît l'enfant, qui connaît les familles, les parents peuvent les voir en dehors des heures d'après-école, qui peuvent vraiment venir, voilà, qui va chercher des solutions, qui va contacter les professionnels, qui va faire les referrals. Ça n'existe même pas en France. Enfin, le SENCO va remplir les documents à envoyer qui va envoyer au médecin traitant ou à l'équipe. Oui, alors oui, une autre différence, c'est que non, parce qu'il y a les CESAD en France, mais les CESAD ont des listes d'attente de plusieurs années, je pense. Mais voilà, il y a des équipes communautaires qui sont beaucoup plus nombreuses. Enfin, maintenant, je m'y suis habituée, mais au début, ça m'avait vraiment surprise. Et pour tout type de handicap, donc il y a les équipes d'intervention précoce qui seraient plus, comment ça s'appelle en France, d'intervention précoce. Ouais, les enfants de moins de 6 ans, ils vont au... Si quelqu'un dans le chat a la réponse, mais il y a des CAMS. Oui, CAMS. Okay. Donc voilà, il y a des équipes d'intervention précoce, il y a des équipes spécialisées sur l'autisme, pour le handicap complexe, pour le matériel, je parle pour les ergos, pour les wheelchair services, les fauteuils roulants. Le CAMS en anglais, c'est les équipes de psychiatrie, de pédopsychiatrie. Il y a une multitude d'équipes auxquelles l'enfant a le droit d'accéder, et c'est gratuit. Et c'est des gens qui vont souvent juste venir faire du conseil, qui ne vont pas forcément faire d'intervention, qui vont faire des blocs de quelques séances et qui vont former les équipes aussi quand il y a besoin. Okay. Donc voilà, donc c'est la SENCO qui va coordonner tout ça. En fait, il y a plus de communication et plus de coordination finalement, là apparemment, en tout cas dans le modèle que tu décris, que par rapport à ce qu'on peut retrouver en France. Donc c'est pas non plus, effectivement, de toute façon, c'est vrai que c'est pas non plus... c'est un peu comme dans le milieu professionnel aussi, hein, finalement, où par exemple une personne adulte qui aurait ou pas d'ailleurs une reconnaissance RQTH, mais qui aurait besoin d'aménagement, c'est très bien par exemple de lui trouver un poste. Ok, mais si derrière il n'y a pas l'accompagnement nécessaire, s'il n'y a pas en fait quelqu'un qui pourrait éventuellement faire relais entre l'environnement au travail et les autres professionnels et son quotidien, généralement en fait ça aboutit à un échec parce que ça va être trop compliqué. Donc effectivement, c'est pas non plus tout que l'enfant puisse avoir enfin sa place à l'école avec les autres. C'est après il faut derrière aussi assurer effectivement communication et coordination autour de cet enfant pour qu'il ne soit pas non plus totalement délaissé. Vous faites le point à peu près, alors du coup ça c'est, donc tu m'as dit assez souvent de toute façon quoi qu'il en soit, vous avez mis en cas il y a des outils mis en place pour pouvoir donc communiquer entre les différents intervenants autour de l'enfant. Est-ce qu'il y a ou pas l'équivalent des équipes éducatives? Oui, je pense que ça dépend des écoles. L'école où je travaille, il y a tous les trimestres une parent conference. Tous les parents sont vus par. Il y a en plus, là où je suis, c'est vraiment très mignon. L'enseignant va faire une petite vidéo qui demande à l'enfant comment il va, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. C'est en général assez émouvant pour le parent. Il y a la SENCO qui est présente et les professionnels qui travaillent avec l'enfant. Donc on est toujours invité. Après, si on n'a pas de choses à dire, pas particulièrement, mais moi tous les parents peuvent me contacter. J'essaie de communiquer le plus possible avec eux parce que bon, c'est quand même, je vois leur enfant voilà, eux ils n'ont pas accès à moi, donc je les rencontre quand ils veulent. Et il y a une vraie communication. De toute façon, c'est les parents qui ont l'expertise de leur enfant. Donc, mais ça, c'est un truc qui est assez accepté, je pense, en Angleterre, où on est vraiment sorti du système médical. On est vraiment dans l'inclusif, en tout cas, le modèle communautaire en fait. Où tout le monde est acteur de cette inclusion en fait. Tout le monde du coup participe à cette inclusion dans la société. Et les soins sont centrés sur la personne, mais que ce soit un infirmier en neurologie ou pour un enfant, tout est toujours ciblé. C'est une obligation ici, ça fait partie de nos... on doit en plus pour notre...
certification, ici, on doit en plus, voilà, on signe qu'on est d'accord avec ça, par exemple, voilà, de toujours prendre les meilleures décisions dans l'intérêt du patient. Ok. Et toujours l'inclure et toujours écouter. Enfin, ça fait partie de nos obligations, mais qu'on soit ortho, psy, médecin. Est-ce que. Non, mais alors en plus, du coup, ça c'est génial parce que c'est ce que tu disais aussi là avant qu'on commence la vidéo, c'est que finalement les professionnels aussi sont beaucoup plus contrôlés ici à Londres qu'en France. Oui. Et finalement, en fait, c'est très bien aussi parce que bah, ça oblige aussi un peu le professionnel à quand même faire un petit peu plus attention finalement en fait, à sa pratique. Juste, je fais une petite pause et tout. Est-ce que c'est bon ou pas? Tout le monde entend bien, tout le monde voit bien la vidéo parce qu'à côté, en fait, on m'envoie des messages. On me dit que ça coupe un peu, donc est-ce que c'est bon ou pas? Parce que moi, je vois les gens et tout qui se connectent, hein, donc pour nous, en tout cas, ça a l'impression de marcher. J'espère que du coup, pour tout le monde, c'est bon aussi. T'as eu le moment de solitude? Quand tu poses une question et que tu vois, ouais, c'est bon. Ok, super. Merci Cindy. Bah du coup, Wistiti, je t'invite à vérifier ta connexion internet. Pardon, du coup j'ai coupé. Ouais. Non, mais. Ok. Est-ce que, bah alors du coup j'en profite. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à tout ce qui a été dit? Super, merci aussi Laurie. Juste pour savoir. Cool. Ok. Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut continuer. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Qu'est-ce que moi je pourrais dire par rapport à l'inclusion scolaire? Bah, du coup, alors, comme ce que je disais, hein, c'est vrai que la plupart du temps, encore une fois, voilà, les familles vont être vraiment mécontentes du système scolaire. D'ailleurs, alors public ou privé, hein, franchement, c'est exactement. Alors, j'ai vu de tout, que ce soit dans le public ou dans le privé. J'ai vu vraiment d'excellentes écoles publiques qui acceptaient l'enfant avec ses difficultés, avec ses points forts, et qui du coup, en fait, justement, recentraient sur l'enfant et prenaient le temps pour que du coup l'enfant se sente bien et qu'il puisse évoluer à son rythme et qu'il puisse être épanoui dans l'environnement scolaire. Parce que ce qui est important, c'est ce que tu as dit aussi, c'est qu'il faut comprendre quand même que pour un enfant, l'école, c'est tout. En fait, à un moment donné, c'est tout ce qui se passe à l'école, c'est ça qui va compter. C'est l'image qu'il renvoie aux autres, c'est l'image qu'il renvoie aux enseignants, ou à la maîtresse par exemple, ou au maître, lorsque du coup il n'est pas encore au collège. C'est l'image aussi qu'il renvoie à ses parents, parce que bah, il rentre de l'école à la maison, mais il revient avec des devoirs, il revient avec des notes, il y a le bulletin scolaire, il y a le conseil de classe, donc en fait il est jugé, et donc forcément en fait à un moment donné, l'école c'est tout, c'est son univers. Et donc forcément en fait si dans cet univers là il n'est pas épanoui, bah il y a de fortes chances quand même que ça n'aille pas pour l'enfant. Et là en fait je pense, hein, c'est que du coup de toute façon on parle pour n'importe quel enfant, parce que c'est ce que tu as dit aussi à juste titre. C'est qu'il faut comprendre l'enfant. En fait, avant même de comprendre le handicap ou les troubles, c'est déjà en fait comprendre l'enfant. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'écoles, en tout cas en France, la psychologie de l'enfant, on passe totalement à côté, quoi. Ouais, mais même en Angleterre. Okay. Mais je pense qu'en Angleterre, ce qui a marché, c'est cette émulation. Enfin, je travaille énormément avec mes collègues orthophonistes que j'aime beaucoup. On manque de psy, donc j'en vois très peu et c'est vrai qu'on a du mal à voir. Et pourtant, non, mais le problème des psys, c'est que ils sont employés en général par le NHS, qui est le système public, et que c'est un peu le CAMS, donc celui de santé mentale, c'est un peu le parent pauvre, où c'est là où on coupe les fonds, et que vous viendez que lorsque l'enfant est au bord du suicide, ce qui est dramatique. Enfin, il y a vraiment... voilà, faut pas voir l'Angleterre comme quelque chose d'absolument parfait. On a accès... alors du coup, c'est pas des je vais y arriver. C'est pas des neuropsychologues. Les neuropsychologues, on va plus vous voir dans tout ce qui est plus neurologique finalement, des enfants plus peut-être paralysés cérébraux ou avec, pour les TDAH ou les neurodéveloppementaux, pas tant que ça. En fait, on a ce qu'on appelle des educational psychologists. Donc c'est les psychologues scolaires, mais c'est pas du tout le même rôle que ouais, c'est tous des doctorats. Et c'est voilà, c'est un peu, je pense que
vous seriez, j'ai ma collègue Camille qui pourrait peut-être me dire, donner les réponses si elle regarde, mais moi, je crois qu'elle n'est pas là. Mais, ça serait vraiment qui veut gagner des millions, genre Non, c'est compliqué, parce que finalement les neuropsych, ce que vous faites en France, je pense que vous êtes entre les psycliniciens et les educational psychologists, et que vous êtes aussi capable de faire ce que font les neuropsychologistes ici. Donc il n'y a pas vraiment de cases pour les... Ouais, je pense que vous êtes un peu plus vaste en France que les neuropsych ici. Je te rassure, il y a aussi ce flou autour de la neuropsychologie en France. Donc, non, mais du coup, il n'y a pas de flou, c'est oui, que votre métier, il est divisé en 3 en fait. Ouais. Mais je vais me mettre à pleurer. non, mais c'est que du coup, c'est que des gens en plus qui sont hyper pointus et qu'on a plaisir à voir et à voir leur expertise. Ah, mais on s'entend super bien hein, entre neuropsy, entre les ergo. Non, c'est vrai. Moi, super complémentaire. Je trouve pareil, on discutait avant la vidéo. Puis en plus, là, je pense qu'il y a quand même plein d'ergo qui ont fait le NeuroLive. C'est vrai. Et ouais. Non, mais pour moi, Ergo Power. Psy, neuropsy, les deux sont indispensables parce que ce soit sur le fonctionnement cognitif que sur le fonctionnement affectif, de savoir si l'enfant va pas bien. C'est ça. Puis, à Londres, on a quand même une population qui est très mélangée selon là où on travaille. On a quand même beaucoup d'enfants qui ont expérimenté des traumas. Donc, et là, c'est aussi, je pense que l'école où je suis est assez exceptionnelle là-dessus, où tous les enseignants ont eu des formations sur le RAD, Reactive Attachment Disorder, les troubles de l'attachement, mais pas dans la version psychanalytique du tout. C'est vraiment pour des enfants qui ont expérimenté un trauma dû à la guerre, des parents qui ont utilisé de la drogue, des enfants maltraités, et du coup l'école où je suis est en plus formée là-dessus. Et donc on accueille beaucoup d'enfants qui ont cet attachment disorder, je n'ose même pas le dire en français parce que ça ne veut pas du tout dire la même chose. On a vraiment besoin des psy, neuropsy. Alors, du coup, merci pour la transition parce qu'effectivement, je pense que. Parce que là, on parlait en fait de la psychologie de l'enfant. Finalement, en fait, déjà de comprendre la psychologie de l'enfant et comprendre ce qui se passe dans la tête de l'enfant. Déjà dans le milieu scolaire, quoi qu'il en soit, alors que ce soit en fait en classe ordinaire ou en classe spécialisée, mais du coup ce qui se passe aussi pour l'enfant si jamais l'inclusion scolaire ne marche pas. Je pense que c'est toujours important en fait déjà il faut jamais dégoûter l'enfant par rapport à l'école. Peu importe en fait le profil de l'enfant, peu importe malheureusement le manque de compréhension de l'école, de la part de l'école vis-à-vis en fait de l'enfant. Ça serait dommage que l'enfant en fait grandisse en ayant une mauvaise opinion de l'école ou qui ne tente pas à vouloir respecter l'autorité de l'enseignant. Parce que c'est vrai, il y a une réalité, hein, c'est que du coup, il y a de l'injustice tout simplement. Du coup, l'enfant présentait le profil, l'école va dire non, ou en tout cas l'inclusion ne se passe pas comme ça devrait se passer. Mais bon, en même temps, l'enfant en fait n'a rien fait. L'enfant n'est pas coupable de ça, l'enfant en fait il est victime de ça. Donc c'est dommage en fait de dire ouais mais tu sais l'école c'est injuste, le système scolaire il est tout pourri, que la maîtresse elle a rien compris à ce que tu avais. Enfin, je pense que c'est pas bon en fait non plus d'avoir ce discours là parce que non, les enseignants sont souvent bonnes. Il faut partir du principe de la bonne volonté des personnes et que si elles ne le font pas, c'est souvent parce qu'elles n'ont pas l'expérience ou les compétences de le faire. Effectivement, oui, c'est pas forcément de la méchanceté en fait de la part des enseignants, mais c'est que quoi qu'il en soit, quand bien même en fait du coup la situation puisse être injuste, la réalité c'est que l'enfant en fait s'il le pouvait, il voudrait aller à l'école. Parce que justement tous ses amis, c'est ce qu'ils font, ou en tout cas toutes les personnes de son âge, c'est ce qu'elles font. Donc l'enfant normalement, s'il le peut, il voudrait en fait aller à l'école parce que ça fait partie de la norme. Tous les enfants veulent aller à l'école, tous les enfants veulent avoir des copains, tous les enfants veulent être inclus, veulent faire partie du groupe, peu importe leur déficit, leurs troubles. Les enfants autistes avec qui je travaille ont tous des copains. Et c'est parce que on a mis en place des choses pour les aider. Super, c'est vraiment important
pour les enfants, pour avoir leur rôle en fait dans la société. J'ai 5 ans, je vais à l'école, je prends le bus avec ma maman tous les matins, je rentre le soir avec mes copains, je porte mon cartable, enfin voilà, enfin pour les enfants, des parents d'enfants qui sont tout petits, enfin quelle fierté un enfant juste de mettre son cartable le matin. Bon, après quelques mois ça passe, mais voilà, enfin c'est juste voilà, assumer son rôle. C'est tellement important en fait, et c'est tellement injuste quand les enfants, et je reviens là-dessus, peu importe les troubles du comportement, peu importe le handicap cognitif, voilà, c'est juste normal. Enfin, moi, je fais partie des gens persuadés que tous les enfants peuvent aller à l'école et apprendre, même en cas de handicap sévère. Bon, quand il y a des problèmes médicaux qui s'ajoutent, c'est voilà, quand il y a besoin de soins adaptés. Mais tous les enfants peuvent bénéficier d'aller à l'école, et de toute façon, les enfants apprennent en ayant des modèles, des bons modèles, des enfants typiques à côté d'eux pour évoluer, pour jouer avec eux. Et il y a une vraie bienveillance en fait. Je le vois vraiment super souvent avec des enfants à différents niveaux en fait. Que à partir d'un moment, ils voient le handicap quand ils arrivent vers 7, 8, 9, 10 ans. 9-10 ans, ils commencent vraiment à prendre conscience du handicap de leurs copains, mais ça reste leurs copains en fait, parce qu'ils sont à l'école ensemble depuis la maternelle, et c'est ça qui est important, et ça apprend la bienveillance aussi aux enfants, et c'est une génération qui verra le handicap complètement différemment. Et du coup, pour faire le lien en fait finalement avec cette inclusion scolaire qui parfois pourrait être difficile, et pour faire le lien aussi avec la psychologie de l'enfant, là j'y pense comme ça, mais en fait je vous invite aussi à regarder la vidéo qui avait été faite avec Vincent sur les phobies scolaires, parce que du coup parfois en fait ça peut amener en fait à des phobies scolaires, et également la vidéo qui avait été faite avec Josiane, qui est là du coup disponible sur le site de Josiane, sur les troubles cognitifs qui pourraient être cachés derrière des pseudo-troubles du comportement. Où finalement en fait l'enfant avec ses propres moyens va vous exprimer en fait un sentiment de mécontentement, de mal-être dans le milieu en fait scolaire, et du coup tout ça en fait ça peut cacher finalement en fait un fonctionnement qui ne marche pas. Typiquement par exemple ce qui arrive pour certains de mes patients, ça ne matche pas en fait avec l'AVS. Ça passe pas du tout avec l'AVS. Ça j'en ai quelques-uns. Et du coup, comment on fait en fait derrière, lorsque du coup l'enfant lui-même en fait va saboter un trimestre de son année, parce que en fait le problème c'est l'AVS en fait, c'est la relation avec l'AVS. Donc et c'est pour ça aussi que, alors après je sais pas, c'est pareil comment ça se passe et tout en Angleterre, mais par exemple en France, en tout cas moi j'invite vraiment toujours les enfants aussi à être acteurs eux-mêmes en fait de leur prise en charge, alors je dis que ce n'est pas l'enfant qui décide, alors que ce soit en fait un enfant d'âge primaire ou collège ou lycée, hein, mais en tout cas voilà, on l'entend, on l'écoute, on voit aussi du coup quelles sont lui ses réalités à lui, comment lui comment il voit les choses. Et oui, il faut accepter aussi que par exemple un collégien qui jusqu'à maintenant n'avait pas besoin d'ordinateur, ça lui fait pas forcément plaisir qu'on lui dise à partir de maintenant il va te falloir un ordi pour les cours d'histoire géo et des IVT. Ça en fait on l'entend, on discute avec lui, on essaie de lui faire comprendre un enfant qui jusqu'à maintenant était en classe ordinaire et qui après du coup pour l'année prochaine on envisage une classe UBIS, on en discute, on voit comment lui il pourrait percevoir les choses. Et du coup tout ça en fait moi je pense que ça fait en fait en échangeant la communication, du coup là je reprends ce que tu as dit, communication et coordination, finalement déjà en fait on peut pas mal anticiper certains éventuels problèmes qu'on pourrait avoir par la suite, parce qu'on aura mal fait les choses quoi. Donc c'est intéressant. Est-ce que alors du coup là je suis en train de me dire et tout que ça aurait été génial aussi, mais du coup ça peut-être pour une prochaine vidéo, en fait de vraiment mettre en avant l'ergothérapie à travers la thématique de l'inclusion scolaire, tu vois, en disant clairement en fait voilà comment ça se passe pour toi en fait une journée type. Pareil, il faudrait une heure pour oui vraiment. T'as vu comment ça passe vite, mais c'est pas super vite. Est-ce que le temps est... Est-ce que ça te va si on parle un petit peu de ce livre?
Bah, carrément. que tu as écrit avec du coup Juliette. Juliette, Ouais. Bonjour à Juliette. Qui est Voilà. ergo en Bretagne. Voilà. Alors vas-y, du coup, présente-nous du coup ce livre. Non, bah du coup, on avait été contacté par Tom Pouce pour parler de l'ergothérapie et avec Juliette, on a à peu près la même vision. On voulait vraiment parler aux parents et aux enseignants directement. Donc, ah, salut Juliette. Alors Juliette, tu peux le dire dans le chat. Mais voilà, on voulait faire un livre qui parle à tout le monde, ou qui soit concret. Et puis le principe des sens d'idées correspondait vraiment bien à ce dont on voulait parler. Donc bon, c'est pas forcément simple de résumer l'ergothérapie en 200 pages. Mais voilà, qu'est-ce qu'on pouvait vous dire en une page par thème. Donc je triche un peu, je regarde sur le sommaire, si je me rappelle plus. Tu peux. C'est comme si je l'avais écrit. Mais voilà, on a essayé de vulgariser les principes, je sais pas trop. Après, c'est du coup, on pourra mettre ça en commentaire. On mettra ça en commentaire. Ouais, parce que voilà, on a voulu déjà expliquer qu'est-ce que l'ergothérapie, parce que l'ergothérapie, c'est une profession qui a une centaine d'années, mais qui est arrivée en France il y a 40 ans, et qui est arrivée par la santé mentale, et qui est après beaucoup allée dans les centres de rééducation. Maintenant, qui est beaucoup dans les maisons de retraite, et voilà, on arrive en pédiatrie, enfin il y a toujours eu des ergos en pédiatrie, mais voilà, on est arrivé un peu sur le tard en libéral. Donc voilà, qu'est-ce qu'un ergothérapeute, sur quel modèle on travaille, qu'est-ce que vous pouvez attendre de nous quand vous nous appelez. Donc voilà, on a essayé d'expliquer un petit peu de façon simplifiée qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on a parlé de l'ergothérapie avec le développement de l'enfant. Ça peut vous donner des clés. Alors moi, une partie qui me tenait particulièrement à cœur, c'est le développement du jeu. Parce que clairement, l'ergothérapeute et le jeu, c'est tellement lié. Mais on parle souvent du jeu en tant que moyen. Moi, j'avais envie de parler du jeu en tant que but. Comment aider l'enfant juste à jouer. On parlait de rôle avant, de rôle d'élève, mais le rôle aussi d'enfant. Juste d'être capable de jouer. Donc voilà, vous trouverez des idées sur comment aider votre enfant à jouer. Une grande partie sur l'autonomie, sur voilà, comment organiser sa journée, comment manger seul. Je sais que tu avais lu Marie, mais voilà, on parle des troubles de l'oralité aussi. Manger avec plaisir, le coucher, le sommeil. Un autre sujet qui me tient à cœur, mais l'acquisition de la continence. Donc voilà, j'ai repris un petit peu ces idées-là parce que en ergo, enfin voilà, on n'est pas forcément des gens qu'on va contacter pour ce genre de difficultés, alors que voilà, on va agir sur votre environnement, on va aider à trouver des stratégies, on va voilà, essayer de comprendre pourquoi l'enfant n'y arrive pas. C'est toujours voilà, se mettre du point de vue de l'enfant. Qu'est-ce qui fait que l'enfant à ce moment-là est en situation d'échec. Donc il y a une grande partie pour les enseignants, donc c'est un livre sympa, je pense, à ouvrir à un enseignant sur voilà, comment, en plus en tant qu'ergo en milieu scolaire, je sais vraiment, et Juliette travaille avec... bonjour Juliette, on me répond. Juliette travaille aussi énormément avec les enseignants, donc puis en plus on est maman toutes les deux, donc voilà, on côtoie les enseignants beaucoup. Donc voilà, c'est les questions qui nous revenaient le plus souvent, qu'on a voulu développer, mais voilà, les parents également, c'est pas que pour cette partie-là, c'est pas que pour l'école, c'est aussi pour comprendre, pour inciter, encourager les enseignants à utiliser ces stratégies. Et la dernière partie, donc c'est avec les autres dans la société, parce que voilà, l'enfant n'est pas que juste bon à apprendre et à être sage, il doit aussi aller chez le coiffeur, il doit aller chez le dentiste, il doit communiquer. Donc c'est pas la communication dans l'approche des orthophonistes, mais vraiment voilà comment toutes les deux on utilise beaucoup la communication alternative et améliorée. Donc voilà, qu'est-ce que c'est, comment l'ergothérapeute peut vous aider là-dessus. Mais on a vraiment voilà, essayé de faire un livre pratique, je parle beaucoup là. Ah mais non, carrément, c'est super intéressant, voilà, c'est super intéressant voilà. Parce que ça a l'air vraiment extrêmement complet. C'est de la sensibilisation, c'est en même temps des conseils, c'est partage de connaissances, et puis au fait tout ça. Et c'est vrai que malheureusement, il faut dire ce qu'il y a, c'est que l'ergothérapie malheureusement en fait est tellement méconnue. Alors que, enfin encore une fois, vous avez une connaissance qui est totale de l'enfant, vous avez une connaissance neuro autour du profil de l'enfant, et vous pouvez en fait réellement intervenir sur tous les besoins
quotidien Ouais. de l'enfant. Donc, C'est pas attendre en fait, on peut intervenir dès la naissance, dès qu'il y a un ouais, handicap. Voilà, si un enfant est prématuré ou une maladie génétique, enfin, on peut vraiment intervenir dès la naissance pour l'environnement, mais aussi pour tout ce qui est stimulation sensorimotrice. Pour la guidance oui, parentale, je travaille énormément avec les parents. Je pense qu'en tant qu'ergo, on est dans votre quotidien. Donc voilà, on est les meilleurs partenaires avec, non, avec les orthophonistes aussi. Enfin, il faut vraiment que nous aussi, en tant que thérapeutes, on apprenne à devenir ce partenaire et de plus être ce spécialiste je qui comprends. peut faire peur. Mais parce que nous aussi, on peut avoir Ça, peur des parents. il y Et en a aussi, ils ont peur des neuropsies. ouais, Parce qu'on a l'impression, alors déjà en fait, on pense que les neuropsy vont prescrire des ouais, médicaments. c'est vrai que vous n'êtes pas aidé. Ouais, non, c'est ça. Mais- Il y a neuro, donc ça fait Ouais, peur. Il y a psycho, ça fait peur. ouais. Donc, ouais. Non, non, c'est pour ça qu'il faut effectivement, faut toujours sensibiliser des gens en fait, autour de notre profession pour que les gens sachent réellement en fait, ce qu'on fait. Mm. Mais si je devais résumer le livre, enfin voilà, c'est sans idée sur l'ergothérapie, mais c'est sans idée pour développer l'autonomie de l'enfant. C'est pas tourner, voilà, qu'est-ce que l'ergothérapeute peut faire. Au contraire, c'est qu'est-ce que vous, avant d'aller voir un ergothérapeute ou en complément du suivi en ergothérapie, qu'est-ce que vous pourrez trouver, enfin qu'est-ce que vous pouvez déjà faire en fait. Ce sont des choses, on a partagé beaucoup de ressources, on a partagé par exemple mon scénario social qui fait des ressources fantastiques. On a même, elle nous a gentiment autorisé à mettre un extrait c'est de le trouver en même temps, d'un de ces scénarios sociaux, je crois que c'est l'idée 99, non 97. Je ne connais plus le Ouais, scénario. Ouais, mais il y avait un extrait. Non, parce qu'on a mis chez. Voilà, se faire vacciner. Voilà, donc voilà, vous y trouverez ce genre de ressources. Vous retrouvez plein de sites internet, bien évidemment des documents scientifiques aussi, si vous voulez creuser un sujet, mais des sites web. Enfin, voilà, on a vraiment essayé de se mettre à la place d'un parent qui peut aussi juste être inquiet. Enfin, voilà, un parent qui est inquiet, qui voit que l'écriture de son enfant ne se développe pas, ou qu'il est en retard sur l'acquisition de la continence, qui n'ose pas forcément aller voir un professionnel à ce moment-là, ben, voilà, vous pouvez toujours, peut-être qu'un jour il sera en bibliothèque, ou, voilà, mais je pense que c'est une ressource qu'on a fait pour vous, pour synthétiser, pour les parents, enfin voilà, s'il n'y a rien de compliqué, on a essayé vraiment de parler le plus simplement possible. Donc voilà. Super, super. Je le Non, vois bien, bah mais, écoute, merci. non, 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 mais merci pour la présentation. Ce qu'on fera tous, c'est qu'on pourra mettre en commentaire, tu vois, le lien et tout pour que les gens et tout puissent directement commander le livre. Et puis de toute façon, si jamais voilà, les personnes ont des questions, ils peuvent très bien du coup laisser ces questions en commentaire. Et à ce moment-là, si tu es d'accord et tout, tu pourras répondre bien sûr, aux avec questions. plaisir. Super. C'est vrai que c'est un peu compliqué de. Voilà, c'est des sujets qui sont tellement complexes aussi pour l'inclusion scolaire, donc voilà, faut pas hésiter. Et là, par exemple, tu vois, il y a Audrey qui dit ce livre est vraiment très bien, accessible, très bien écrit et il aborde plein de points de manière concrète. Merci. Voilà. Du coup, c'est super gentil. Du coup, merci Gwendoline pour cette présentation. Alors, du coup, comme l'a dit Cindy, effectivement, en fait, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup de questions tout, ce soir parce que c'était plus un constat qu'autre chose. Ouais. Je pense que ça fait du bien aussi, en fait, finalement, tu sais, d'en parler parce que, enfin, par exemple, moi, je vois beaucoup, de toute façon, vous avez dû le voir, hein, je suis assez quand même présent sur les réseaux sociaux et effectivement, par exemple, on voit tous les jours que il y a des familles qui vont être vraiment mécontentes et tout du système qui est mis en place. On comprend tout à fait ces familles pour qui voilà, ça n'avance pas assez rapidement pour leurs enfants, qui sont malheureusement en fait, plus souvent perçus comme étant des dossiers administratifs que réellement voilà, des enfants. Et ça, c'est vraiment regrettable. Et je veux surtout pas qu'on tombe dans dans le pathos en fait, où on va dire que bah, voilà, c'est comme ça et puis on peut rien y faire. Et c'était important aussi, je pense, hein, de partager vraiment le point de vue du praticien, du professionnel en disant bah, comment nous aussi en fait, on peut travailler pour faire en sorte que du coup l'inclusion peut-être se fasse mieux, en tout cas on est toujours à fond pour pouvoir échanger avec les écoles. Bon, vous du coup, de toute façon, ça fait partie du système. En France, c'est un peu au bon vouloir du praticien de vouloir échanger ou pas avec l'école ou avec les autres professionnels. Mais en tout cas, par exemple, autour de moi, voilà, j'ai plein de professionnels
qui attendent juste le feu vert des parents, hein, pour pouvoir échanger avec l'école, qu'il vaut mieux quand même en fait échanger avec l'école parce que enfin, la plupart du temps, lorsque le professionnel échange avec l'école, c'est rarement pour porter préjudice à l'enfant, au contraire, ça va plus dans le sens de l'enfant, donc c'est plus souvent pour défendre le cas de l'enfant. Donc je vous encourage quand même en fait à autoriser le professionnel à pouvoir échanger avec l'école. Et puis, et puis voilà. Et puis voilà. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Ouais, non, je pense qu'il faut vraiment. Enfin, on sort de quelques années de psychanalyse en France, et il faut vraiment réussir à changer le regard aussi sur l'enfant. Enfin, je pense que tant que, même au niveau des politiques, enfin, je pars sur des choses un peu engagées, mais qui, voilà, pour moi, qui sont importantes. Tant qu'on n'arrivera pas à se mettre à la place de l'enfant, qu'on ne comprendra pas que l'enfant a des besoins, que l'enfant n'est pas là pour combler une lubie bizarre, et que non, en fait, l'enfant, juste, il a des troubles du comportement parce qu'il ne peut pas communiquer, il a des troubles du comportement parce que il a des douleurs, parce que voilà, il a un trouble de l'attention, et que voilà, c'est juste se demander. C'est déjà comprendre l'enfant. En fait. Voilà, se demander pourquoi l'enfant n'est pas inclus. Et je pense que sans moyen, déjà, si les personnes autour de l'enfant, que ce soit l'enseignant, la directrice, l'enseignant référent, les parents, voilà, quand quelque chose ne va pas, ne pas blâmer l'enfant, mais essayer de se demander pourquoi l'enfant n'y arrive pas. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui le font, mais je sais aussi qu'il y a plein de gens qui ne le font pas. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui... voilà, se mettre à la place de l'enfant. Se mettre à la place de l'enfant, c'est vrai. Enfin voilà, moi c'est vraiment la chose que que tu conseilles. Oui, non, mais au-delà de conseiller, c'est vraiment pour moi un leitmotiv. C'est vraiment toujours essayer de comprendre l'enfant et sans faire de projection. Enfin, vraiment juste, voilà. On observe, on prend des données. Enfin, du coup, il y a certains enseignants qui ont marre de me voir parce que je leur demande de remplir des questionnaires et des grilles d'observation, mais il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre. Et que voilà, on peut faire la différence dans la vie de cet enfant. Super. Voilà. Merci beaucoup, Gwendoline. À savoir que, pour que vous sachiez, j'avais dit que j'allais venir 3 jours à Londres. Et du coup, j'ai vraiment, en fait, juste comme ça, en fait, par hasard, j'ai proposé un Neurolab et tout à Gwendoline, et elle a tout de suite en fait accepté. Et alors que, enfin voilà, on est dimanche soir, quoi. Et puis, enfin, t'as tout de suite accepté, et t'as proposé la thématique de l'inclusion scolaire. Et du coup, ça tombait très bien en plus, je trouve, et tout par rapport à ce qu'on peut voir tout sur les réseaux. Donc merci pour ta disponibilité et puis pour ce partage d'expérience et de connaissances par rapport à cette thématique, et puis justement même de façon plus large, parce que du coup ça concerne aussi l'ergothérapie. Voilà. Merci à vous aussi du coup pour regarder, pour partager, vraiment n'hésitez pas encore une fois à partager. Là on a prévu pas mal de Neurolive pour cette année 2020. Peut-être qu'on mettra en fait, on fera un post avec le calendrier en fait des Neurolive à venir sur cette année. Peut-être qu'on ne le fera pas, et que du coup on verra ça tout de semaine en semaine. Mais bon, quoi qu'il en soit, en tout cas voilà, on a plein de choses à dire. N'hésitez pas aussi nous à vous faire part en fait, enfin à nous faire part, oui c'est ça, des suggestions, parce que c'est toujours avec plaisir, voilà, on écoute et tout vos suggestions, et si on peut faire quoi que ce soit et tout pour échanger avec d'autres professionnels, avec d'autres familles, c'est avec plaisir. Je remercie tout le monde. Ouais. Bon, du coup encore une fois merci. Merci à toi de ton invitation. Avec plaisir. Passez une bonne soirée. Puis du coup à bientôt. Ciao. Bye.